on a décidé de parler de s'adresser finalement plus aux PME et aux OBNL, notamment celles qui n'ont pas forcément de département en ressources humaines. Et on a pensé à une personne, en fait, une de nos clientes, Lynn Bergeron, qui est directrice générale de la Maison des femmes sourdes de Montréal. Alors, pour vous donner une petite description, une petite introduction de Lynn. Lynn, en fait, est directrice générale là, de la Maison des femmes sourdes de Montréal depuis près de 3 ans. Elle a travaillé pendant plusieurs années dans cette communauté. Et puis, dans son rôle, ben, elle a fait face à plusieurs défis, plusieurs enjeux. Et puis, elle tente aussi de répondre aux enjeux dans son rôle de directeur général, vécu par les personnes sourdes et malentendantes. Et puis, pour elle, l'accessibilité universelle, l'inclusion sociale, ça fait vraiment partie de ses convictions. C'est vraiment important pour elle. Et puis, en plus de ça, elle est maître Reiki, coach PNL. Et puis, elle est persuadée là, que l'accompagnement et le support global d'une équipe va se faire de l'intérieur et en profondeur. Alors, voilà, on a pensé que Lynn serait une bonne personne pour partager sur ce sujet-là, sur le sujet de comment on peut gérer les ressources humaines en lien lorsqu'on n'a pas de département ressources humaines. Bonjour Lynn, Allô, comment vas-tu? ça va bien, merci. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. En fait, on a eu l'occasion de travailler ensemble là, sur différents projets. Et puis, avec les interactions que tu as eues, et ben, notamment, on m'a dit bah, il faut absolument que Lynn elle fasse une causerie RH avec nous. Donc voilà. En fait, Lynn, on va parler de ça. Peut-être tu peux peut-être en 2 minutes nous parler ou en 30 secondes nous parler de la Maison des femmes sourdes de Montréal. La Maison des femmes sourdes de Montréal, en fait, c'est un petit organisme. On vient en aide aux femmes sourdes victimes de violences conjugales et en difficulté. En fait, on vient en aide aux femmes sourdes et malentendantes, victimes de violences conjugales et en difficulté. La grande force de la Maison des femmes sourdes de Montréal, c'est que notre équipe d'intervenantes sont des femmes sourdes. Donc, il y a vraiment l'accueil, à partir du moment où on accueille une femme sourde jusqu'à l'accompagnement, jusqu'à le après, ben, c'est toujours fait avec des femmes avec qui elles connectent directement. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'interprète, ils n'ont pas besoin de passer par l'intermédiaire de personne d'autre. Donc, c'est ce qui fait que nous, on dessert directement la communauté. C'est en fait de l'intérieur, la communauté dessert à l'extérieur la communauté. OK. Donc, voilà. C'est un OK. peu ce qu'on fait. Et vous êtes une organisation de combien de personnes? On est 5. On est tout OK. petit. On est Toute 5. petite organisation. Hein, et justement, c'est davantage, en fait, j'aurais tendance à dire, c'est encore plus intéressant que vous ayez voulu, en ayant une petite organisation, voulu vous organiser au niveau de la gestion des ressources humaines. Puis, première question, c'est qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette envie ou ce besoin de vous organiser en termes de gestion des ressources humaines? Ben, en fait, en tout premier lieu, dès mon arrivée, moi, je suis arrivée en avril 2019, on a fait une planification stratégique. Et ben, par le biais de la planification stratégique, ben, on a vu ce qui allait très bien à la Maison des femmes sourdes de Montréal, puis on a vu ce qui allait moins bien. Puis ce qui allait moins bien, c'est justement toute la gestion des RH, en fait, et on n'avait pas retravaillé les documents où il y avait vraiment, j'ai le goût de dire mou, c'était pas sécure, c'était vraiment pas solide. Et, c'est ce que ça a mis en lumière le fait qu'il n'y avait pas de solidité au niveau de la gestion des ressources humaines. Et moi, comme gestionnaire, moi, comme directrice, ben c'est sûr que j'avais besoin. J'avais besoin d'un filet de sécurité, j'avais besoin de quelque chose pour être capable éventuellement de rencontrer les équipes, d'avoir quelque chose de solide sous nos pieds pour se dire, ben c'est vers là qu'on va, c'est comme ça qu'on y va, puis puis pourquoi qu'on fait ça, puis en fait, c'est ça. C'était vraiment, fait que c'est vraiment, ça a vraiment découlé de ça. C'est là qu'on en est venu à la conclusion. C'est là qu'on a vu nos besoins
Puis c'est là qu'on a vu que c'est impératif de travailler, de tout refaire les RH à petite échelle, bien entendu. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors moi, j'ai envie si tu le veux bien, d'impliquer les participants dans notre échange. J'aurais pour vous, pour ceux qui suivent les causeries webinaires, on a souvent des petits sondages. Alors j'ai pour vous un petit sondage, puis répondez-y librement. De toute façon, tout est confidentiel. Mais la première question, ce serait qu'avez-vous mis en place dans votre organisation? Et puis je lance le sondage. Vous allez voir qu'il y aura deux parties au sondage. Et puis, c'est à choix multiple. Donc, vous pouvez tout simplement cocher si si vous répondez oui à ces questions-là. Donc, je le lance et puis on va donner un petit 30-40 secondes pour donner la chance à tout le monde de répondre au sondage. Donc, la question, qu'avez-vous de mise en place dans votre organisation? Est-ce que vous avez les politiques, les programmes, les normes, les règles? Est-ce que vous effectuez une enquête de climat organisationnel au sein de votre organisation? Est-ce que vous avez des programmes de développement de compétences? Est-ce que vous faites une planification? Est-ce que vous avez des stratégies de recrutement? Est-ce que vous avez des descriptions de postes à jour? Ça, je serais toujours curieux de voir ceux qui les ont. Est-ce que vous avez un processus de dotation efficace? Est-ce que vous avez des profils de compétences? Alors, donc voici les résultats qui apparaissent à l'écran. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Déjà, je vois que quand même 2/3 d'entre vous, vous avez des descriptions de postes à jour. J'ai toujours tendance à dire que ça, c'est vraiment, là, ce sont les documents de référence pour savoir quels sont les rôles et responsabilités de chacun. Ça va nous permettre pour l'évaluation, ça va nous aider au niveau du recrutement pour les affichages de postes, c'est sûr. En fait, c'est ça. Ça va nous aider si on a à faire des mesures disciplinaires, etc., etc. Donc, pour moi, c'est essentiel. Donc là, c'est presque rassurant. J'ai tendance à dire que la plupart d'entre vous, vous avez mis à jour vos descriptions de poste. Et puis, si on va aussi sur les programmes, les politiques, la plupart d'entre vous, vous en avez. Puis, j'aurai un petit questionnaire là-dessus, savoir quelles sont les politiques que vous avez déjà en place. Et ensuite, là, on voit que là, c'est peut-être la moitié d'entre vous, un peu moins. Là, vous avez des programmes de développement, vous faites la planification, vous avez des processus d'accueil et intégration. Et puis, sur d'autres éléments, là, on voit qu'il y a peut-être un peu moins d'initiatives élaborées concernant les enquêtes de climat de travail, concernant les stratégies de recrutement, concernant les processus de dotation. Et finalement, peut-être une personne sur 4 d'entre vous, vous avez juste des profils de compétences. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à ta réalité aussi, Lynn. Je ne sais pas ce que tu aurais répondu sur ce sondage. Ben, en fait, aujourd'hui, j'aurais été vraiment très fière de répondre, de cocher oui, 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 ce qui n'était pas le cas l'année passée. Parce que, en fait, c'est un gros travail de fond. C'est ça prend quoi pour faire ce genre de diagnostic un peu là, c'est un peu la question que je pose là, par le sondage, mais qu'est-ce que ça prend? Ben, en fait, je trouve que d'abord et avant tout, il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Très franchement, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'expertise en RH, puis fait que c'est premièrement de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner dans ce processus-là. Puis avec ces gens-là, ben, on est vraiment capable, puis en mesure de voir ben, quels sont nos besoins, puis c'est quoi, tu sais, on peut vraiment se structurer, puis voir quels sont nos besoins, puis c'est quoi les priorités aussi. Parce que je me souviens dans mes nombreuses conversations avec la personne qui nous a accompagnés, tu sais, à un moment donné, moi, je veux. Puis là, elle me dit, ben ça, c'est pas nécessaire. Elle dit, tu sais, je veux dire, c'était vraiment, en fait, d'être capable de cibler, ben, tu sais, on n'est pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Ça, c'est absolument nécessaire. Fait que c'est ça, en fait, je trouve, c'est vraiment d'être bien accompagné pour nous permettre de faire ce processus-là de la bonne façon, puis d'avoir les bons outils à la fin. Puis quand on a les bons outils à la fin, crème, on est solide, là. Je veux dire, en fait, moi, ça m'a tellement, vraiment, ça a changé beaucoup de choses de mon point de vue. Parce que, bon, ne serait-ce que pour rencontrer les équipes. Oui, c'est ça. Puis si je peux me permettre de te couper, c'est que nous, on l'a vu. En fait, c'est que moi, j'ai l'impression que des fois, lorsque tout va bien, on ne ressent pas forcément le besoin. Hein, et alors qu'on l'a vu,
on n'a jamais eu autant de demandes depuis le début de la pandémie. Parce que la pandémie a créé beaucoup de situations critiques ou difficiles pour les organisations. Et là, et je reprends ton terme, et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de filet de sécurité. Oui, oui, Et donc, ça complique les choses là-dessus. Là. Donc, effectivement, si je résume ce que tu viens de dire, c'est que demain, vous avez une planification stratégique, ça a été l'élément déclencheur. oui, Par la planification stratégique, vous avez vu que peut-être vous manquiez de certaines ressources pour pouvoir vraiment supporter cette planification stratégique. Et puis par la suite, ben, c'est sûr que c'est ça, là, vous vous êtes dit, ben, on n'a pas l'expertise à l'interne, il faut qu'on ait des experts qui puissent oui, nous accompagner, oui, puis pas juste accompagner, faire des recommandations. Puis oui, je connais bien Claire là, de notre équipe qui vous a oui, accompagné, puis je sais qu'elle c'est ce qu'elle fait. Là, elle ne va pas vous dire faites tout, parce que là, pour une organisation non, comme la vôtre, ça risquerait de déséquilibrer vos opérations, vos activités. oui, oui, puis, tu sais, quand je reprends le filet de sécurité, moi, depuis que j'étais entrée en poste, que je me disais, bon, il faudrait bien que je m'assoie avec l'équipe pour faire l'évaluation de mon équipe. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. J'avais pas d'assises. Tu sais, je ne pouvais pas m'asseoir avec une intervenante. Je n'avais pas de description de poste solide. J'avais pas, tu sais, à partir du moment où j'ai eu tout ça de mis en place, ben, j'ai pu m'asseoir avec mon équipe, puis on a, tu sais, avoir cette discussion franche-là, puis de regarder, ben, OK, maintenant, on a ça, puis c'est à ça qu'on s'attend. Fait que ça, je trouve tellement que je trouve que ça rassure les deux parties, en fait. Hmm. Ça rassure l'équipe parce qu'elles savent exactement à quoi on s'attend. C'est ma description de tâche. Fait qu'elles savent exactement c'est à quoi on s'attend. Puis moi, ben, il y a un échange qui peut se faire à ce moment-là, à partir de là. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que une question qu'on voulait aborder, c'est lorsqu'il y a personne, parce que là, c'est bien beau, là, on a une personne, mettons, là, externe, expert, qui intervient, qui met des choses en place. Mais ça reste que vous n'avez toujours pas, au final, une personne interne qui est toujours disponible pour répondre à toutes les questions, et comment on peut s'organiser dans une petite organisation comme la vôtre pour faire en sorte que les employés puissent soit peut-être répondre eux-mêmes aux questions ou les gestionnaires capables de pouvoir accompagner au niveau RH. Oui. Ben, moi, en fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, tu sais, ici, on privilégie beaucoup l'empowerment, l'autonomisation. Et à partir du moment où il y a eu des politiques qui ont été faites, on a refait toutes les politiques qui étaient nécessaires de faire. Elles ont eu à les lire. On s'est assis, on en a discuté. Elles ont eu à les signer. Ben moi, je trouve qu'à partir de ce moment-là, ben en fait, tu sais, il y a comme une prise de pouvoir là, à ce moment-là au sein de l'équipe. Vous êtes au courant, vous savez, vous avez vu les documents. Puis je suis ouverte, je veux dire, j'ai une grande ouverture au questionnement, tout ça. Mais je trouve que c'est de remettre, tu sais, de remettre à l'équipe, ben, qu'est-ce qui leur appartient, tu sais, toute la partie qui leur appartient. Parce qu'effectivement, très franchement, on n'a pas les moyens ni l'énergie ici d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. On ne peut Hmm. pas faire ça. Ben, je pense qu'il faut responsabiliser les gens, les équipes à ce moment-là. Tout à fait. Alors, justement, j'ai une petite question sur les politiques, un petit sondage. Alors, je vais poser la question au niveau des politiques. Ce sont juste des exemples de politiques, mais la question est la suivante, c'est quelles sont les politiques que vous avez mis en place dans votre organisation? Alors, il y a quelques exemples qui sont donnés. Politique de prévention du harcèlement, politique de vigilance et de soutien en matière de santé et de sécurité au travail, politique de gestion de l'équité et de la diversité, politique et directive de télétravail, un code de conduite, politique de confidentialité, politique, excusez-moi deux fois, la politique télétravail, ça marche pas ça, et puis politique de sécurité d'information des systèmes, politique d'approvisionnement responsable et politique de responsabilité sociale d'entreprise. Alors, on se donne un petit 10-15 secondes
là-dessus. Puis, on aurait pu en rajouter. Hein. Pour une organisation, là, on a monté 12 politiques différentes. C'est une organisation paragouvernementale et il y avait une nécessité là, de clarifier le cadre de fonctionnement des employés et gestionnaires notamment. Alors, quand on regarde les résultats, 74% d'entre vous, vous avez une politique de prévention du harcèlement. Donc, c'est bien. Vous le savez certainement que depuis le 1er janvier 2020, c'est une obligation. Toute organisation, peu importe le nombre d'employés qu'elle a, doit avoir une politique de prévention à harcèlement psychologique et sexuel. Vous avez quand même, pour une majorité d'entre vous, une politique et directive de télétravail. Ça, c'est vraiment bien parce que si vous avez des personnes à travailler en télétravail, c'est intéressant. Puis la question de savoir est-ce qu'elle est à jour, là, c'est pas la question, mais ça serait justement une bonne question à se poser. Politique de confidentialité, là, vous savez qu'il y a un risque. Hein. Par les filets de sécurité, hein, Lynn, ce sont des filets de sécurité aussi, au-delà d'être aussi des outils de empowerment en bon français, là, de rendre l'autonomie aussi et de responsabiliser les personnes. Et puis, vous avez un code de conduite, c'est vraiment bien. Et puis voilà, il y a plusieurs politiques qui existent, mais qui permettent de cadrer vraiment là, les activités de l'organisation et son fonctionnement. Alors, moi, j'avais peut-être une autre question à te poser. Je sais qu'on a travaillé sur un tableau de bord à mettre en place, un tableau de bord de gestion. En quoi un tableau de bord de gestion peut nous aider à mieux gérer nos ressources humaines? En fait, ça a en tout cas, chez nous, ça a énormément facilité la vision d'ensemble du travail de chaque intervenante et du groupe. Parce que on a vraiment ciblé ce qu'on devait mesurer. Avec le télétravail, partagé, étant donné qu'on n'est plus en présence nécessairement tout le monde, bien, ça nous permet d'avoir en temps réel une vision du rendement de l'équipe. Parce que le danger du télétravail, mais puis en fait, je dis ça, puis quand on travaille en intervention, c'était même, je peux même pas dire que c'était une inquiétude pour moi, mais en même temps, sans être une inquiétude, ben, je pense que ça nous permet de pouvoir d'avoir une bonne idée de ce que fait ton équipe en temps réel. Ben, ça aussi, ça permet de s'asseoir et d'avoir une bonne discussion franche quand il s'agit de les rencontrer pour les évaluations. Tu sais, de voir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça aussi, en fait, je trouve que ça permet, ça leur permet moi, ça m'a permis, en fait, d'avoir vraiment une idée claire de ce qu'on fait au quotidien. Très franchement, combien on dessert de femmes au quotidien? Combien on dessert de femmes durant une semaine? Et qu'est-ce qu'on fait pour elles? Les impacts et les effets de ce qu'on fait, c'est mesuré par les tableaux de bord. Donc, c'est un outil qui est complètement génial pour prendre des mesures précises dans une équipe de travail. Et j'imagine que ça peut aussi vous aider en termes de reddition de comptes que vous pouvez avoir envers soit le conseil d'administration ou une organisation, un partenaire qui vous supporte d'une manière ou d'une autre. Ben oui, les bailleurs de fonds, ils ont besoin des mesures, les bailleurs de fonds. On vous donne de l'argent, pourquoi? Ben là, on est capable clairement de dire, ben, on fait ça, puis on le fait, ça donne ça. Parce qu'ils ne veulent pas juste savoir qu'est-ce qu'on fait, ils veulent savoir pourquoi on le fait. Puis ils veulent savoir à long terme, c'est quoi les effets qu'on a, puis les impacts qu'on a sur notre clientèle. Ils ont besoin d'avoir ça comme information, les bailleurs de fonds. Fait que oui, effectivement, c'est très important pour nos bailleurs de fonds d'avoir ces données-là.
Donc, ça sert à tous les partis. Oui, à tous les partis. Ça sert au niveau, effectivement, comme tu le disais, en termes de gestion d'une organisation ou gestion de personnel, de pouvoir faire un retour, une rétroaction, non Oui, pas basée sur du jugement, une impression, mais au c'est ça. contraire, tu disais, d'entrée, tu te dis, on était beaucoup dans le soft, là, on était beaucoup dans le mou, là. Puis là, ben, c'est sûr que là, on clarifie les choses et ça peut aider certainement à avoir des conversations constructives et au développement de chacun par la suite là-dessus. Puis juste par curiosité, ou je fais semblant de curieux parce que je le connais, on a travaillé sur le mandat, mais quel genre d'indicateurs vous avez décidé de suivre? Parce que là encore, il y a un choix. On peut pas, on veut pas non plus faire de la microgestion, on veut pas, mais on va être capable de suivre certains indicateurs prioritaires et pertinents. Quel genre d'indicateurs vous avez intégré dans le tableau de bord? Ben, au niveau de l'équipe, au niveau de, tu sais, c'est vraiment, en fait, ce qui nous concernait directement, c'était de savoir combien, l'indicateur, c'était combien de clients qui ont par jour, combien de passes elles temps, je m'excuse, combien de temps elles passent avec les clientes. Tu sais, c'était vraiment ça, c'était vraiment de mesurer là, la clientèle par jour, combien de temps. Pour, en fait, il y a aussi le fait, on a vécu, puis je le vois, là, je me permets de le nommer, la pandémie, chez nous, ça a été un tsunami au niveau de la clientèle. Et je me suis retrouvée avec une équipe fragilisée. Je me suis retrouvée, je m'excuse, hein, je me Ah, suis c'est retrouvée avec, des activités, c'est normal. je me suis retrouvée avec une équipe fragilisée. Fragilisée parce qu'on a eu une augmentation du nombre de demandes d'accompagnement, du nombre de tresses psychologiques. Donc, tout ça, maintenant, on peut le mesurer dans le tableau de bord. Puis, je trouve que ça nous permet de voir, OK, là, on va se faire une liste d'attente ou bien non, on n'a pas besoin de se faire une liste d'attente. Puisqu'on n'a pas pu, à ce moment-là, on ne pouvait pas faire ça. On a comme été envahi par tout ça. Puis, on n'avait pas de mesure. Fait que là, on y allait, hein? On ramait tout le monde, puis on a. Mais je pense, avec ça, ben, on est capable de dire si jamais il y a une autre vague qui vient, ben, on va être capable de dire ben non, là, on arrête ici, puis on va se faire une liste d'attente ou on va répondre à ça en priorité. Donc, c'est un outil d'aide à la prise, la prise de décision, ultimement aussi, Définitivement. puis qui peut vous aider éventuellement, parce qu'une des questions que je posais dans le questionnaire tout à l'heure, c'était faites-vous une planification de la main-d'œuvre? Une planification de la main-d'œuvre, ça va se faire en lien avec un suivi, une projection des activités qui va nous permettre de voir en fait ben, quelles sont les ressources dont on a besoin. Puis on le sait au jour d'aujourd'hui, dans la pénurie de talents qu'on a, que on n'a pas le choix d'être proactif, parce que si on est réactif, ça se peut qu'on ait des mauvaises surprises en la matière. Donc, euh, c'est un outil d'aide à la décision, mais aussi d'aide de planification des Oui. activités et des ressources aussi là, à déployer sur le terrain. J'avais une dernière petite question pour les personnes qui nous suivent, qui était vraiment la suite. C'est toujours pareil, la même question. Qu'avez-vous de mise en place dans votre organisation? Et puis, là, il y a d'autres idées. Hein. Vous comprenez que l'idée, c'est aussi de vous, de vous donner ces idées-là, de savoir qu'est-ce que je pourrais mettre en place, quels sont peut-être les éléments qui nous manquent actuellement. Alors, voici quelques idées. Est-ce que vous avez mis en place des programmes? Parce que tu parlais, Lynn, pour vos clients, mais c'est aussi vrai, on le sait en télétravail, les risques psychosociaux sont très élevés actuellement, reliés à la pandémie, reliés également au fait que les personnes travaillent en télétravail, sont des fois isolées. Donc, la question est de savoir, est-ce que vous avez des programmes d'activité pour la santé le mieux-être au travail? Est-ce que vous avez un programme de gestion des talents, de gestion de la relève pour évaluer les compétences? Est-ce que vous avez un programme pour évaluer le rendement? Est-ce que vous avez mis en place des rencontres d'évaluation régulières pour gérer la performance? Est-ce que vous concevez des plans de développement individuels? Et puis, avez-vous une politique de rémunération établie? Et finalement, avez-vous une structure salariale pour respecter l'équité salariale? Hein? Vous savez que
il y a une mesure là, reliée au fait que les organisations ayant un certain nombre d'employés, alors c'est pas ton cas, je pense pas, Lynn, là-dessus, hein, c'est aux alentours d'une dizaine d'employés, vous, c'est promotion à temps plein, temps partiel, etc. Mais dans ce cas-là, il y a à avoir une politique en matière, une structure en matière d'équité salariale. Ah là, je vois que déjà, c'est peut-être un petit peu moins là, hein. Vous voyez, on dit dans le deuxième niveau. Là, la première fois, c'était le premier niveau. Là, on est dans le deuxième niveau. Je ne sais pas de ton côté, Lynn, comment tu te situes par rapport à ça. Là, je peux imaginer, là, en tout cas, sur l'organisation de 5 personnes, là, c'est plus rare qu'on ait mis en place des choses euh, sur ces questions-là. Ben, en fait, euh, ce que j'ai le goût de dire, là, quand on est avec une petite équipe comme quand on est 5, là, je vois le programme et activités pour la santé, le mieux-être au travail. En fait, c'est toutes des choses, je pense qu'on fait micro. On n'a pas nécessairement un programme, on n'a pas nécessairement, mais on fait ça, en fait, là, je vais parler de moi puis de nous, là. On fait ça micro, mais on le fait au quotidien, sans avoir nécessairement des politiques clairement établies, mais c'est une priorité. C'est une priorité. Ouais, exactement. Puis là, je partage les résultats juste pour que vous ayez l'occasion de voir ça. Donc, on le voit que là, c'est ça, les résultats sont un peu plus bas. Et puis, je vois une question. Oui, c'est un peu voulu, hein. L'objectif de vous poser ces questions-là, c'est que vous réalisiez à savoir, puis comme tu le dis, Lynn, peu importe la manière dont on le met en place, mais ce qu'il faut, c'est à tout du moins être sensibilisé. Je reprends ton, ta- ton terme de filet de sécurité, mais c'est d'être sensibilisé à ces thèmes-là. Puis, dépendamment des enjeux qu'on vit, dépendamment de l'organisation, de la planification stratégique, c'est de se dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin sur ces thèmes-là? Mettons, là, on parle de santé-sécurité, gestion de talent, on parle de rémunération, on parle de… Voilà, donc c'est des questions tout simplement à se poser parce que c'est vrai que des fois, on a un peu le nez dans le guidon, là, puis on peut être tenté de ne pas prendre de mettre ça peut-être plus de côté là-dessus. Peut-être pour finir, peut-être parce que ça passe déjà très vite, un petit mot de la fin que tu aurais, Lynn, si tu avais, mettons, là, des organisations qui sont présentes aujourd'hui. Je vois, là, j'ai vu la liste. Il y a beaucoup d'organisations comme toi, des OBNL ou des petites PME là, avec 5, 10, 15, 20 employés. Qu'est-ce que tu leur suggérais de faire si, mettons, ils disent, bah oui, on voit qu'on a quelque chose à mettre en place au niveau des ressources humaines? Ben, très franchement, là, c'est vraiment de faire la démarche que j'ai faite pour de vrai. J'ai fait appel à vous. Puis, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. D'avoir quelqu'un à l'autre bout sur qui tu peux compter, qui va te guider, qui va t'aider à faire toute la démarche. En fait, je trouve qu'on ne devrait rien faire tout seul. Je fais partie de ces gens. Moi, je fais partie, je trouve qu'il faut toujours aller chercher l'expertise. Puis, vous avez cette expertise-là, vous m'avez super bien accompagnée. Puis, pas de farce, là. Il y a quelques semaines, j'étais assise, là, puis je me disais, oh mon Dieu, on est à jour. Je trouvais ça tellement cool, là, pour mon équipe, pour moi, pour l'organisme. Je me disais, waouh, on est à jour. Ah, c'est ça. Ça fait du bien. Filet de sécurité, mais aussi sentiment de confiance, en fait, là, Oui, de confort bah oui, dans ses oui, responsabilités. puis ça sécurise tout le monde. Ça sécurise tout le monde. Vraiment, ça sécurise, je le sens, je le vois dans l'équipe, ça sécurise tout le monde. Fait que c'est de l'argent bien investi. Bon, bah parfait. Merci en tout cas, Lynn, de ton temps, d'avoir partagé ton expérience. Je trouvais ça important. On a eu beaucoup d'invités. C'était des personnes de grandes organisations et je trouvais ça important de prendre ce temps-là, d'organiser une causerie RH pour des organisations comme la vôtre qui, on sait que c'est pas facile. On sait que ça demande beaucoup des fois de, de- d'être comme de jongler avec plusieurs responsabilités. Donc, merci beaucoup, Lynn, d'avoir pris le temps d'échanger.